Bonjour à tous et bienvenue sur Culture Popcorn. Nous allons inaugurer cette chaîne par un concept intitulé Récap Série. Le principe d'une originalité folle est le suivant. Je vais récapituler les précédentes saisons d'une série pour que vous soyez à jour pour la nouvelle saison. Donc que vous preniez la série en cours de route ou que vous ayez juste besoin d'un petit rafraîchissement, Récap Série est là pour vous. Et sans plus attendre, le premier épisode est consacré à This Is Us saison 3, car la saison 4 va sortir dans quelques jours. Alors n'attendons pas plus longtemps, Récap Série épisode 1, c'est parti. Comme d'ici ça c'est un cas assez exceptionnel, on va fonctionner personnage par personnage et intrigue par intrigue, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Commençons avec un bond dans le passé, au moment où Jack et Rebecca se rencontrent. Le coup de foudre se produit dans un bar où Rebecca chante régulièrement. Pour ce premier rendez-vous, Jack est très réservé et peu bavard, mais Rebecca lui donne une deuxième chance. Sauf que quand Jack revient, il la voit dans les bras d'un autre homme et part. En fait, c'était son ex qui a tenté de la reconquérir et qui a temporairement réussi, mais c'est pas le sujet. Mais Rebecca se rend compte que même si elle n'a rien vécu avec Jack et qu'elle ne le connaît pas, elle a tout de même une intuition. I have a feeling. I got a feeling. Elle quitte donc définitivement son ex et revient vers Jack. Et donc maintenant, comme lui n'a plus aucune obligation de rester à Pittsburgh car sa mère est en sécurité, loin de son mari, chez une amie, et que elle se rend compte que son intuition était bonne, alors les deux décident de partir à Los Angeles, lui pour rendre visite à la famille d'un soldat mort sous ses ordres, et elle pour un rendez-vous chez une prestigieuse maison de disques. Le voyage vers Los Angeles les rapproche et ils se découvrent l'un et l'autre. Rebecca comprend d'ailleurs que la guerre est une partie de la vie de Jack qu'il veut soigneusement éviter. Mais à Los Angeles, tout ne se passe pas comme prévu et ils décident donc de revenir dans leur bonne vieille ville de Pittsburgh. Voilà, maintenant que cette intrigue est terminée, nous allons passer à une autre, la guerre du Vietnam, pour comprendre un petit peu mieux pourquoi Jack ne veut pas en parler. Au moment où éclate la guerre du Vietnam, Jack est réformé à cause d'un problème cardiaque, mais son frère Nicky, qu'il avait juré de protéger, est lui envoyé sur le front. Mais au bout d'un certain temps, l'état mental de Nicky se dégrade et Jack ne supporte pas de ne pas pouvoir aider son frère, alors il se porte volontaire et part au Vietnam. Après plusieurs événements qui les marqueront à vie, Jack retrouve son frère seul, drogué et alcoolique car il ne supporte pas l'horreur de la situation. Mais Nicky provoque la mort d'un enfant vietnamien et n'a pas le temps de dire à Jack que c'était un accident, qu'il est déjà envoyé aux États-Unis. Et pour finir, grâce à un flashback qui remonte à la naissance de Nicky, on découvre que le père de Jack et de Nicky, donc un alcoolique violent avec sa femme et ses enfants, ne buvait en réalité pas encore à l'époque, contrairement à son propre père. Et on sait pas jouer tout ça. On en a donc fini avec la guerre du Vietnam, enfin presque, parce que maintenant on va voir Kevin, le fils de Jack, qui revient environ 50 ans plus tard, aujourd'hui en 2019, sur les traces de son père qui ne lui a jamais vraiment dit quel rôle il avait joué pendant cette guerre. Kevin part donc logiquement à la recherche d'informations, et il commence par se rendre chez un ancien soldat ayant côtoyé son père pendant la guerre. L'ancien soldat lui donne une piste qui va donc le mener dans un long périple au Vietnam, et là-bas il comprend que Nicky n'y est pas mort, contrairement à ce que leur avait toujours raconté leur père. De retour aux États-Unis, il trouve une lettre de Nicky destinée à son père avec une adresse de retour. Il réunit alors toute la famille pour décider de quoi faire. Donc maintenant qu'on a vu Kevin, on va rester dans le présent et on va voir chaque personnage un à un avant d'arriver au premier gros événement de la saison 3. Donc commençons par Rendell. Il décide de se présenter aux élections municipales de Philadelphie alors qu'il n'a aucune expérience en politique et que ce n'est pas sa ville. Tout ça pour améliorer le quotidien du quartier où vivait son père biologique, William. Il est donc un début de campagne difficile, mais accuse le coup et engage Jay Won comme directeur de campagne. Mais malgré tous les efforts de Rendell et plusieurs petites victoires, Jay Won lui annonce que les chiffres ne sont pas là. Et en parallèle de ça, Bess est virée de son travail et déprime de ne pas en trouver un nouveau. Et d'ailleurs, depuis que Randall s'est présenté aux élections, elle fait des sacrifices dans sa recherche d'emploi pour pouvoir tout gérer à la maison. Pour revenir à Randall, malgré ses faibles chances de réussite, il décide de continuer sa campagne, mais contre l'avis de sa femme Beth, ce qui la met en colère. Ils finissent heureusement par se réconcilier et Randall gagne l'élection. Maintenant venons-en à Toby et Kate, et particulièrement la grossesse de Kate. Après la fausse couche de la saison 2, il décide de réessayer. Il décide cette fois de le faire par FIV, fécondation in vitro, malgré les faibles chances de réussite et les risques sur la santé de Kate. Toby arrête donc ses antidépresseurs pour mettre toutes les chances de leur côté, la FIV marche, et Kate
tombe enceinte. Mais pendant la grossesse, Toby tombe en dépression car il a arrêté ses médicaments. Dépression qui semble le suivre depuis son enfance, d'abord à cause de son père qui violentait sa mère, et ensuite à cause de la rupture avec son ex-femme, Josie. Kate devient alors son rock et le moral de Toby remonte petit à petit. De son côté, Kate a un job, elle chante pour des événements, mais cela ne la satisfait pas et elle décide donc de postuler pour devenir prof de chorale. Encouragée par Toby, tout juste sortie de sa dépression, elle retourne à l'université pour enfin finir son cursus, juste avant la naissance de leur enfant. Et donc là on arrive au point de convergence de toutes les intrigues secondaires parce que Kevin va appeler toute la famille et leur révéler qu'en fait Nicky n'était pas mort. À partir de là, Kevin, Randall et Kate partent à la recherche de Nicky. Ils trouvent un vieil homme affaibli qui vit seul dans une caravane. Malgré son hostilité, ils arrivent à rentrer et Nicky leur raconte toute l'histoire. La guerre, ses remords et sa difficulté à tourner à la page contrairement à Jack. Au moment de partir, Kevin ne veut pas faire la même erreur que son père en abandonnant Nicky. Il l'emmène donc avec lui à l'hôtel avant de trouver une solution. Le lendemain, malgré les nombreuses tentatives de Kevin pour convaincre Nicky d'enfin quitter sa caravane, il n'obtient que la promesse qu'il ira à une réunion de vétérans. Nicky lui explique que c'est la vue de la famille de son frère Jack qui est trop douloureuse pour lui. Mais de son côté, Kevin prend ça comme un échec et recommence à boire. Lors de sa remise de diplôme, quelques jours plus tard, Kate perd les os, mais elle n'est qu'à 7 mois et c'est donc beaucoup trop tôt. On assiste alors à la deuxième scène clé de cette saison, un huis clos angoissant, où toute la famille est réunie dans la salle d'attente de l'hôpital et attend des nouvelles de Kate et du bébé. Et cet épisode cristallise toutes les intrigues. Bess qui est fâchée contre Randall, Zoé contre Kevin, et enfin Miguel qui essaye de détendre l'atmosphère malgré tout, et en même temps de rassurer Rebecca qui est extrêmement angoissée. Et ça me permet donc à moi de revoir avec vous chaque intrigue séparément. Tout d'abord, on va voir la relation mouvementée qu'entretiennent Kevin et Zoé. Au début de leur relation, ce qui coïncide avec le début de la saison 3, Zoé ne veut pas s'engager, ce qui manque beaucoup à Kevin. Puis, au bout d'un certain temps, elle tombe réellement amoureuse de lui et laisse tomber sa carapace. Lorsqu'ils sont au Vietnam, sur les traces de Jack, elle lui révèle que son père l'a abusée sexuellement quand elle était enfant. Et à leur retour aux États-Unis, ils emménagent ensemble après plusieurs refus de la part de Zoé car elle a besoin de temps. Et là, on arrive au moment où Kevin retombe dans l'alcoolisme car il croit avoir échoué à aider Nicky. Il boit donc en secret jusqu'à ce que Zoé l'apprenne juste avant d'arriver à l'hôpital pour l'accouchement de Kate. Zoé a du mal à digérer qu'il lui a menti, et donc Kevin, pour se faire pardonner, va aller à des réunions d'alcooliques anonymes. Hi, my name is Tyler and I'm an alcoholic. Hi, Tyler. The way I treat her. Et d'ailleurs, en allant à ces réunions, il va croiser son ex, Sophie. Zoé va donc le pardonner, ou en tout cas lui faire comprendre qu'elle sera toujours à ses côtés pour son combat contre l'alcoolisme, mais cela va laisser place à une autre question, avoir des enfants. De son côté, Kevin n'a pas encore une opinion totalement définie sur le sujet. Alors que Zoé, elle, sait exactement qu'elle ne voudra jamais d'enfants. Moi, c'est clair. Peu à peu, Zoé comprend que même s'il est dans le déni aujourd'hui, Kevin voudra un jour ou l'autre des enfants. Et pour ne pas allonger inutilement leur relation qui est dans une impasse, du coup, Zoé décide de déménager. Et voilà, l'intrigue entre Kevin et Zoé est terminée. C'est terminé assez brutalement. Passons maintenant donc à Randall et Beth et leur grande dispute, on pourrait l'appeler comme ça. Juste avant l'accouchement de Kate, Beth et Zoé, qui sont donc en quelque sorte sœurs de cœur, rendent visite à leur mère, Carol, à cause d'un problème de santé. Leur relation est conflictuelle parce que d'un côté on a Carol, une mère autoritaire, crainte de ses enfants, qui veut à tout prix qu'ils réussissent et qu'ils soient les meilleurs dans ce qu'ils font, surtout Beth. Et de l'autre, Beth, une fille rêveuse, artiste et passionnée par la danse, en tout cas quand elle était enfant. Mais cette ville va se transformer en règlement de compte. Beth reproche à sa mère de ne jamais montrer ses émotions et de l'avoir forcée à quitter la danse au profit des études, mais Carol se défend en lui disant que quand Abe, qui était son mari, est mort, son équilibre s'est rompu et elle a dû faire un choix très rapidement. Heureusement, elle se réconcilie et Carol s'excuse de lui avoir enlevé la danse aussitôt. I'm sorry. Thank you. De retour chez elle, Beth réalise qu'elle a trouvé sa voie, devenir professeure de danse. Elle commence alors à donner des cours du soir, mais le planning familial ne suit plus et Randall va lui demander d'arrêter ses cours et de trouver un job plus normal pendant quelques temps. Mais Beth est folle de rage et elle ne comprend pas pourquoi ce serait elle qui devrait abandonner son rêve et pas lui, donc les élections. Ils sont donc en froid lors de l'accouchement, chacun campant sur ses propres positions.
Et c'est dans ce contexte plus que tendu que Rendal va laisser un message vocal incendiaire et méprisant à sa femme, Bess, car elle croit qu'elle l'a trahi. Et donc c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Pendant un épisode entier, Bess va alors se défausser de tout ce qu'elle lui reproche depuis leur rencontre. Et donc là, elle va énumérer les situations les plus marquantes, donc leur rencontre, la demande en mariage, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça suit toujours le même schéma. Lorsqu'ils n'arrivent pas à concilier leurs intérêts, Rendal ne fait jamais de compromis, et c'est donc toujours Bess qui doit ajuster ses plans pour que cela fonctionne. Au final, c'est Bess qui prononce le mot de trop qui va blesser Rendal profondément. Ils sont alors dans l'impasse. Et c'est ici que Deja intervient. Lors d'un long discours, elle rappelle à Rendal d'abord qu'il est chanceux d'avoir Bess, et ensuite que cette relation fusionnelle ne doit jamais passer après son travail. Rendal est alors prêt à lâcher son poste pour récupérer Bess, mais elle a trouvé la solution. Déménager à Philadelphie. Déjà pour résoudre leur problème d'emploi du temps, parce que Rendal est maire de Philadelphie maintenant. Et ensuite, la deuxième raison, c'est que cela permettrait aussi à Bess de créer son propre studio de danse. Et voilà. L'intrigue du couple Rendal et Bess est enfin terminée. Au moins, elle se termine bien. Et donc maintenant, on va revenir voir Toby et Kate juste après l'accouchement. Et donc tout s'est bien passé, Kate va bien et Jack va bien. Oui, vous avez bien entendu, Jack. Parce qu'en fait, Kate voulait appeler son fils Jack. Elle l'a donc demandé à Toby s'il était d'accord et il a dit « Ok, pas de souci ». Mais Toby n'est pas totalement rassuré, c'est même le moins qu'on puisse dire parce qu'en réalité, il est vraiment angoissé par la fragilité et l'extrême petitesse de leur enfant. Par conséquent, il n'arrive pas encore très bien à l'identifier comme étant son propre fils, contrairement à Kate qui n'a aucun problème. Et au final, il lui ramène Jack, le nouveau, enfin Jack 2, ou Jack le retour, à la maison. Jack. On en a fini avec Toby et Kate, alors eux aussi ça se finit de manière simple et positive. Et donc avant de terminer cette vidéo, on va se pencher sur les 4 intrigues des personnages secondaires de la série. Donc d'abord on va voir comment Miguel et Rebecca se sont mis ensemble. Lors du divorce de Miguel, où il a perdu la garde de ses enfants, Jack l'a fortement soutenu. Quelques années plus tard, lors de la mort de Jack, Rebecca n'a plus la force de lutter contre les addictions de Kevin et de Kate. Et donc là, la situation s'inverse, et c'est Miguel qui va aider Rebecca, qui va la soutenir moralement, qui va essayer de lui changer les idées comme il peut, comme il l'avait promis à Jack s'il venait à disparaître. Et ce n'est que 10 ans plus tard que Rebecca et Miguel se sont enfin mis ensemble, et qu'ils ont comblé un vide dans leur vie respective. Ce qui leur vaudra d'ailleurs de nombreuses critiques de la part des enfants de Miguel, les rares fois ils vont se voir. Ensuite, on va aller voir Deja et sa relation compliquée avec sa mère. Donc au tout début de la saison 3, sa mère abandonne officiellement sa charge parentale. Et c'est à ce moment que Deja comprend qu'elle a une famille qui l'aime et qui la soutienne, et elle accepte donc finalement la proposition de Rendal et de Bess de devenir ses nouveaux parents, entre guillemets. Plus tard, après quelques hésitations, elle garde quand même contact avec sa mère, car même si elle n'a plus de charge officielle de parent, elle reste quand même sa mère au final. Pour finir avec Deja, on apprend qu'elle réussit brillamment à l'école et qu'elle a enfin trouvé une routine stable. Mais il y a également du nouveau du côté de Tess, alors elle a ses premières règles et découvre aussi son homosexualité. Elle le dit à ses parents, qui la supportent à 100%, mais ajoute qu'elle ne veut pas en parler, ou en tout cas pas pour l'instant. Et on va finir avec William et quelques retours sur son passé. Alors premièrement, on découvre sa rencontre avec la mère biologique de Rendal, Chichi, et deuxièmement, des années après avoir rencontré Chichi, mais des années avant que Rendal le retrouve, on découvre sa rencontre avec Jessie, à l'époque accro à la cocaïne, et on se rend compte que le courant passe plutôt bien entre eux. Et voilà, c'est fini pour ce premier épisode de récap série sur la saison 3 de This Is Us. Maintenant que tu es complètement à jour, tu peux partager évidemment cette vidéo à tes potes qui regardent aussi This Is Us, ça peut les aider. Et après, je t'apprends rien, c'est les classiques. Like si ça t'a plu, abonne-toi si tu veux en voir plus, et commente si t'as des questions, je réponds à tout le monde. Vraiment, tout le monde. Et tu peux aussi me suivre sur Twitter, @culturecorn, pour encore plus de contenu. Et sinon, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.